Là, c'est la troisième conférence solitaire qu'on fait. Le sujet choisi, c'est relance de vote sur ballon lent. Donc un petit questionnaire avait été mis en place. Vous avez répondu ouais, non, mais il a été mis en place il n'y a pas très longtemps. Donc qui participe avec nous, que je vous présente en bas dans l'ordre. Vous avez Marc Desclous du Provence Rugby Club, Pierre Chadebec qui revient de Nouvelle-Zélande, Julien Lahière, entraîneur de Angoulême, Bonsoir. Angoulême en Fédéral 1. À ma gauche, j'ai Olivier Nier, président militaire et grand animateur de ce type d'événement. Et qu'on a récupéré au dernier moment Laurent Dupuis, donc CTS d'Aquitaine sur le rugby à 13 et ancien 15iste. Qu'on resitue le sujet. Donc l'idée c'était de voir un petit peu ce qui était possible de faire sur les relances de rock sur ballon lent, les différents dispositifs qui pouvaient être mis en place et surtout comment est-ce qu'on pouvait jouer ce ballon. Donc il y a certaines vidéos qui ont été mises en analyse, donc on pourra les rediffuser tout à l'heure. Voilà. Olivier. Bon, tout d'abord remercier tout le monde, dire que c'est toujours une épreuve pour ceux qui nous rejoignent de faire ce petit travail sur le numérique. Et puis ça tombe très bien parce qu'on est justement au séminaire, vous voyez la fiche derrière nous, au Sable d'Olonne, du Spiral et du sport, donc tout ce qui est nouvelles technologies liées au sport et la manière dont on peut les utiliser justement dans notre beau monde du rugby. Voilà, donc un grand merci à Marc, à Pierre, à Laurent, à Julien d'être avec nous et d'avoir fait ce travail pour pouvoir, comme à chaque fois, sortir un petit module de formation sur un thème précis qui nous intéresse et qui est totalement d'actualité. Alors, Olivier dit ça parce que tout simplement, je vais vous montrer, hier, dans l'équipe est sorti un article, justement là-dessus. Hop. Donc, pour pas vous mentir, voilà. Des rugs trop lents, donc ça concernait un petit peu ce qui se faisait en ce moment, où le constat c'était qu'il y avait de plus en plus de rugs qui étaient pas joués assez rapidement avec des ballons trop lents, alors pour des raisons diverses, parce qu'il y avait l'adversaire qui bataillait beaucoup sur les rugs, peut-être un mêlé parfois un plan, des réorganisations qui n'étaient pas encore faites pour pouvoir jouer derrière. Donc, le postulat de départ, c'est ça. Donc, l'idée, c'était derrière de voir avec vous, en premier lieu, quel type d'organisation vous pouvez avoir. Et surtout, qu'est-ce que vous en pensiez? Donc, je propose, Marc, si tu veux commencer un petit peu sur cette idée. Donc, par rapport d'abord aux reprises de Gelan, hein, puisque c'est le thème, repartir à partir d'un ballon qui a été stoppé. D'abord, pourquoi on en arrive là? C'est la première des choses. Et après, à quoi sert une reprise de Gelan? À mon sens, la reprise de Gelan doit nous permettre de retrouver de la vitesse dans notre jeu. Pour cela, il faut bien sûr y mettre une organisation bien en place. Mais on avait l'habitude de dire avant que les rucks étaient un mal nécessaire. La reprise de Gelan est un petit peu dans la même idée. Alors, il y a plusieurs organisations, hein, peu importe celle qui est mise en place. C'est celle que l'on, je dirais, celle que l'on provoque, celle qu'on a envie de faire et celle qui nous est imposée par l'adversaire. Je vais essayer de ne pas être trop long. Hein. Je m'explique. On est dans une situation offensive intéressante et le ballon ne sort pas assez vite. On fait une reprise de Gelan. On est dans un ballon subi, tapé par l'adversaire, récupéré difficilement dans notre camp. On est également dans une reprise de Gelan. Les deux, à mon sens, n'ont pas ni la même signification, ni le même objectif. Le second doit nous permettre de nous réorganiser après ce temps faible. Le premier, pour pouvoir quoi faire? Pour pouvoir certainement mettre du jeu au pied pour renverser la pression. Et dans un premier temps, quand on est dans le secteur offensif, je dirais cette réorganisation du jeu après le regelant et pour retrouver rapidement de la vitesse. Alors, il y a plusieurs équipes. Moi, je vais prendre un petit peu, et puis je vous laisserai la parole,
un petit peu la philosophie, les deux philosophies qu'il y a. Nous, on a une organisation, je dirais, établie avec deux joueurs, un avec un second joueur dans l'axe et un joueur un petit peu plus à plat, un petit peu plus loin, avec comme objectif s'écarter très rapidement du ruck et aller chercher très rapidement l'extérieur. Après, on dira qu'il y a plusieurs sorties par rapport à cette organisation. Et si on prend, par exemple, les Biterrois eux, n'ont pas d'organisation à proprement dit de reprise de jeu là et redynamisent très rapidement avec trois joueurs qui viennent jouer très, très large, qui viennent en agression très, très rapidement. Voilà. Nous, on va dire, on se positionne, on se calme, on se pose et on redémarre à partir de là. Et les Biterrois, eux, sont dans une organisation où ils veulent retrouver très rapidement de la vitesse. Donc voilà, ces deux philosophies, les deux sont, il me semble, très intéressantes. Je dirais, dans l'avenir, je serais plutôt pour une organisation style Béziers, trois joueurs à plat, et c'est souvent le joueur du milieu qui récupère le ballon, qui donne soit au joueur juste à son extérieur ou dans le dos de ce joueur pour aller chercher le 10, ou bien une reprise pour tranquilliser le jeu, retrouver de l'organisation pour pouvoir préparer le jeu au pied. Alors notre organisation à nous, avec deux joueurs très denses à la sud-africaine, le premier impact avec le second qui pousse et un joueur à plat, peut être utilisé. Voilà, on peut lancer le débat, mais à partir de ça, il est certain qu'il y a une organisation qui doit se mettre en place. Je finirai en disant que moi, mes joueurs, je leur demande automatiquement de tourner les épaules à l'opposé de là d'où vient le ballon, pour pouvoir m'éloigner au maximum du plaqueur récupérateur. Dans toutes les équipes, il y a je ne vais pas employer un gros mot, mais il y a le casse-pied, le casse-couille de service qui est toujours là pour vous gratter les ballons. Donc, j'impose à mes joueurs de mettre l'épaule à l'opposé de là d'où vient le ballon. Le demi-mêlée est à ma gauche, je reçois le ballon de ma gauche, et bien c'est mon épaule gauche qui va percuter, mon épaule droite qui pose le ballon le plus loin possible. Pour sécuriser, c'est le joueur extérieur qui vient déblayer avec le joueur axial. Voilà. C'est peut-être une philosophie différente de certains. C'est pas, je me rapproche pas du soutien, je m'éloigne du gratteur récupérateur de l'équipe adverse. Donc, toi, là, tu es sur une organisation avec une cellule de 3, avec ce premier là qui va percuter, donc toujours avec l'épaule opposée, et les deux qui viennent déblayer tout de suite. Pardon ? Les deux qui viennent déblayer. Les deux qui viennent déblayer. Le joueur axial qui aide à la fois à la percussion et qui lui fera un soutien axial, et le soutien le plus extérieur qui lui viendra faire un soutien sur le ballon. Pourquoi ? Parce que l'épaule opposée se retournera vers ce soutien. Mais le premier qui va percuter peut également faire la passe au second axial. Et à ce moment-là, il y a une redéfinition de qui arrive le premier. C'est le passeur qui revient le premier dans l'acte. Et c'est le joueur qui était arrière qui vient faire le soutien extérieur. D'accord. Le premier peut également faire un passage dans le dos du joueur le plus à plat. Et on va retrouver le 10, l'ailier ou un autre joueur en fonction de l'organisation, en fonction de l'objectif. Mais l'objectif numéro 1 de cette cellule est de s'éloigner du garde 1, garde 2, voire garde 3 adverse, avec comme cible, si c'est possible, aller chercher le 10, donc aller chercher le plus large possible. D'accord. Alors, dans les questions qu'on avait posées, c'était un petit peu les objectifs, quels objectifs les entraîneurs cherchaient avec cette relance de ruck. Il y en a beaucoup qui disent qu'effectivement, l'idée c'est de se décentrer un petit peu le point d'impact. Alors, tous, et ça c'est logique, parlent de conservation, ils disent qu'il faut conserver le ballon, mais ça, de toute façon c'est numéro 1 de lui. Et donc de décentrer un peu ce point d'impact. Alors, Julien, moi je voudrais que tu rebondisses sur un truc. On a posé la question sur, en fonction des zones de jeu, est-ce qu'il y a des objectifs différents? Par exemple, quand on est dans le 22, est-ce que ça va être se décaler de la touche pour avoir un angle pour que le buteur ait un angle plus ouvert pour dégager, et à l'inverse, dans les 22 adverses, retrouver un petit peu de dynamisme ou concentrer un maximum de joueurs pour libérer les espaces? Oui, je crois que les relances de jeu retardées dépendent aussi beaucoup de la zone du terrain. On n'utilise pas les mêmes relances de jeu. Enfin, en tout cas, nous, sur notre philosophie, on n'utilise pas les mêmes systèmes, que ce soit en zone de survie, c'est-à-dire approximativement dans les 22 mètres ou dans nos 30 mètres, que lorsqu'on arrive en zone de marque dans le cas adverse.
On le voit notamment sur une vidéo que vous avez diffusée sur le match Castres-Montferrand, où on a un système de relance de jeu qui est plus pour essayer de se rapprocher de la touche pour favoriser un 5/8e sur un jeu au pied pour aller chercher de l'occupation du terrain. On a une relance de jeu qui est très limitée avec un jeu à une seule passe sur un défi physique pour conserver le ballon, mettre de la vitesse sur la sortie de balle et très vite mettre du jeu au pied pour éviter une grosse pression du défenseur. Donc ça c'est beaucoup utilisé dans les zones de survie pour sortir rapidement par du jeu au pied. Il n'y a pas forcément les mêmes relances de jeu qui sont adaptées lorsqu'on rentre dans des zones de marque, où là je rejoins Marc, avec un intérêt que cette relance de jeu, même si elle est retardée, elle me permette quand même d'avoir plusieurs sorties. Marc en parlait notamment avec une situation où le porteur de balle peut sortir à un moment donné par le 10, et lorsqu'on rentre dans ces zones de construction, ces zones de marque, les systèmes sont plus préétablis pour favoriser soit du jeu de fixation très rapide et dynamiser le jeu, et dynamiser la relance derrière, retrouver une relance de jeu dynamique, ou sinon permettre de sortir d'une défense très serrée, et à ce moment-là, sur une passe de plus, aller chercher son soutien large, ou sur une passe de plus, aller chercher son 10 pour animer encore avec les trois quarts en sortie. Ou comme on le voit là sur la vidéo, où on voit que Toulouse enchaîne sur 2 relances de jeu par les avants avec un jeu à une seule passe pour fixer. Et ils avaient déjà prédéfini de renverser dans le sens opposé pour aller attaquer une zone un petit peu plus faible sur le retour. Donc je te rejoins complètement. En tout cas, dans notre philosophie, on n'adapte pas les mêmes relances de jeu lorsqu'on est dans notre camp. On essaye de limiter au plus les passes pour éviter d'avoir des pertes de balles et sécuriser un petit peu plus ce ballon et amener les défenses où on souhaite pour permettre un jeu au pied efficace en sortie. Alors que quand on est en zone de construction, on est plus sur les relances de jeu qui nous permettent de construire notre attaque et déplacer les défenses pour à un moment donné attaquer des situations beaucoup plus favorables. Pierre, est-ce que toi, là, avec parce que on constate souvent qu'en Nouvelle-Zélande, ils ont quand même un jeu qui est beaucoup plus rapide, qu'ils ont des organisations qui, tout le monde les prend en exemple. Toi, de ce que tu as vu par rapport à ce sujet, qu'est-ce que tu peux en retirer par rapport à tes enseignements de tes façons de Nouvelle-Zélande? Ce que je tiens à dire d'abord, c'est que je suis assez d'accord avec ce que disait Marc au début. D'abord, l'objectif, c'est de relancer le jeu. C'est donc de retrouver la vitesse. On l'a perdu, le ballon est ralenti, il faut relancer la vitesse. Et donc, ce que je pourrais dire pour un peu synthétiser ce qui a été dit, c'est que en gros, après, on va chercher l'espace, l'avancée et la conservation. Et les zones de jeu, évidemment, rentrent en compte. C'est-à-dire que quand on va être très proche de notre ligne, on va privilégier la conservation par rapport à l'avancée et à la recherche d'espace, pour plutôt placer un botteur dans un bon angle pour se dégager si les espaces n'existent pas. Quand on est très proche des lignes, on va privilégier, je pense, le fait d'avancer après de conserver et si les espaces arrivent de les jouer. Et après, dans tout le reste du jeu, dans la phase, on va dire, offensive, c'est la recherche d'espace pour trouver de l'avancée et puis évidemment conserver le ballon si on n'est pas en capacité de faire des passes. Je pense que ça, c'est un petit peu la philosophie du jeu néo-zélandais. C'est-à-dire, en priorité, quand on est en phase offensive, chercher les espaces. Chercher les espaces. Alors, les structures qui ont été proposées me paraissent tout à fait adaptables, puisqu'on va être très proche de la structure basique de jeu avec un porteur de balle encadré et qui va avoir des capacités à lui porter le ballon, rentrer dans l'intervalle, avec, je trouve, l'idée de Marc intéressante de rentrer vers l'extérieur de manière à pouvoir déjà rentrer dans un intervalle, voir si on peut jouer, et si on ne peut pas jouer, le joueur extérieur vient nettoyer ou vient chercher le offload. Ça me paraît intéressant, mais l'idée première, c'est quand même retrouver de la vitesse. Pour retrouver la vitesse, trouver les zones où il y a le plus d'espace,
pour avoir la meilleure avancée et redynamiser le mieux possible. En gros, pour faire un peu le résumé de ce qui a été dit. Je vous propose d'avoir un petit retour de Laurence sur. Donc, on en a discuté déjà un petit peu avant sur ce qui peut se faire sur du rugby à 13. Alors, eux, ils ont des problématiques qui sont certes différentes parce que il n'y a pas cette notion de ruck avec le tenue qui se fait, on rejoue tout de suite derrière. Par contre, c'est vrai que des fois, ils ont ce qu'ils appellent des tenues un peu lents qui font qu'ils arrivent, eux, à retrouver de la vitesse. Donc, Laurence, si tu veux. Ouais, je vais essayer de faire un petit éclairage par rapport à ce qu'on appelle, nous, c'est quand on n'a pas réussi à mettre le dispositif défensif de réorganisation. J'entends mal, hein, personnellement. Excuse-moi, Marc, je dois parler un peu trop bas. Je vous disais, d'abord, on va définir, nous, le tenue lent, c'est quand on n'a pas réussi à battre le dispositif défensif, c'est-à-dire qu'on a deux chasseurs qui sont dans l'axe de tenue et une réorganisation défensive à 10 mètres avec une base qu'on appelle ABC de chaque côté du tenue. La vitesse d'exécution, elle est liée au fait de battre ce déséquilibre, de provoquer ce déséquilibre à la fois organisationnel et spatial. Donc, on pourrait appeler nous un tenue lent. L'idée, ce serait qu'on s'oblige à aller chercher, un peu comme vous, l'extérieur, pour aller justement chercher un déséquilibre, recréer un déséquilibre dans une zone, en dehors de ce qu'on appelle nous, le rock, mais le rock, c'est notre bloc défensif central. Donc on est un petit peu sur la même logique avec vous avez des problèmes d'attitude, j'ai comprendre parce que c'est un peu long que maintenant je ne suis plus dans le 15, mais dans l'école, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va demander aux joueurs d'avoir des attitudes particulières pour aller mettre le dispositif défensif en urgence. Et à partir de là, on va exploiter. Inversement, j'ai envie de dire, quand on serait dans le cas inverse sur un tenue rapide, on jouerait autour du ruck. Voilà. Donc, justement, pour les mettre, profiter de cette urgence et de s'engouffrer dans la brèche et en fait, ce qu'on appelle, nous, le tenue rapide, encore une fois, c'est l'idée que ils ont pas réussi à se réorganiser par rapport aux tenues qu'on a provoquées. Donc on peut volontairement, nous, aller chercher ça aussi. Peut-être vous aurez tendance à le subir un peu plus par rapport au dispositif défensif. En rugby à 13, on pourrait, nous, volontairement aller le chercher. Voilà, pour voir un petit peu comment leur bloc se déplace et pouvoir l'exploiter. Voilà. Je ne sais pas si l'éclairage est intéressant. Non, vous allez chercher à quoi faire? À avoir des ballons lents ou des ballons rapides? Alors non. Si on a un ballon lent, on va aller provoquer le tenue sur une zone différente. C'est-à-dire on va changer de bloc. On va essayer d'aller chercher le deuxième ou le troisième défenseur. Généralement, c'est les points charnières. Provoquer justement des derrière. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Voilà. Alors, ça pour rebondir, dans les retours, certains disent que aussi, après un ballon lent, ce qu'on cherche à faire, c'est cibler un joueur spécifique. Voilà. Alors, soit un joueur qu'on connaît faible en défense et qui va permettre d'avoir un jeu dynamique derrière, soit de cibler un joueur parce que c'est une zone spécifique et d'avoir une réorganisation sur un jeu. C'est un peu ce que tu dis, quoi. Voilà, donc après on a ce qu'on appelle des spots, hein, en fonction de on connaît qu'il a une épaule un peu plus faible qu'un autre, il est dans une zone où il est capable de se positionner, il a été beaucoup avant, on l'a obligé à placer énormément avant, et on sait qu'il est dans une zone de fatigue, une situation de fatigue, et on va aller le chercher, notamment parce qu'on sait qu'on va peut-être tirer un avantage du fait d'aller le provoquer. Ça, il me semble que c'est quelque chose dont on parle peu,
mais qui est aussi très très vrai dans notre sport. Donc souvent le spot en question c'est le numéro 10, mais aussi la capacité à jouer un joueur qui a été fragilisé physiquement, qui a été fragilisé aussi sur l'impact de l'intensité d'un début de match. Je pense aux petits numéros et sur lesquels on sait que s'ils sont placés en troisième par exemple, ils vont avoir du mal à se déplacer. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous parle, sur lesquels vous sensibilisez beaucoup les joueurs? Marc? Sur sur la fameuse tactique qu'on peut appliquer à partir de l'organisation toujours qui est la même, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le premier joueur venait à faire une passe dans le 10 peut être amené à attaquer un garde 3 qui peut être un gros, avec un retour intérieur pour l'ailier, etc., etc. Mais une fois de plus, je dirais qu'en fonction des équipes que l'on joue, on va mettre une stratégie en place en disant cette équipe-là concentre beaucoup de joueurs entre le 10 et le ruck. Donc, aller plus facilement sur du large, voire du très large. Et certaines équipes ont une habitude à mettre beaucoup de gros entre le 9 et le 10. À ce moment-là, vous allez vous adapter en allant chercher cette zone faible du gros qui peut être mise en difficulté par une attaque de 3/4, mais très rapide. En contrepartie, par rapport à ce que vous avez tous dit et comment ne pas être d'accord, ça, c'est ce que l'on met en place au départ. Après, il est certain que si vous êtes dans vos 22 mètres, les fameuses passes supplémentaires dans votre reprise de jeu-là, vous allez pratiquement l'annuler parce que vous allez vous mettre en difficulté inutilement. Donc, on peut atteindre le même objectif tout en mettant, comme tu disais à juste titre, des zones, et en fonction des zones, on va voir ce qu'on fait comme reprise de jeu là ou pas. On va être plus près de notre 9 dans nos 22 mètres, dans tes zones critiques que tu expliquais, et on va être plus dans du jeu dynamique plus large, dans du jeu offensif. Après, on peut imaginer plusieurs types de reprises de jeu là. On peut imaginer, et je crois que beaucoup d'équipes l'ont, une reprise de jeu là pour dynamiser et passer soit par la passe, soit par le ruck supplémentaire, comme on évoquait, ou même une reprise de jeu là par du jeu porté, qui n'est pas inintéressante quand on est dans des... Alors, on va pas faire un ballon porté sur 120 mètres, mais quand on est dans une zone à 10 mètres de l'essai adverse, repartir sur une reprise de jeu là sur un ballon porté, et bien sûr quelque chose aussi à envisager très intéressant. Donc plusieurs... je pense que c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure, qu'en fonction des zones, on peut imaginer plusieurs organisations offensives, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu en priorité à ce que vous me demandiez. Oui, oui. Alors là, je vous passe en même temps justement un peu le retour du questionnaire sur justement ces zones de jeu. Les objectifs en fonction des zones de jeu, et là on revoit bien là dans le sens que vous avez tous dit, c'est-à-dire que dans les 22 mètres, on va chercher à concentrer, à décentrer. On passerait une vidéo après pour illustrer. L'idée c'est vraiment de conserver le ballon, de décentrer un peu le point d'impact pour ouvrir l'angle pour le buteur. Des 22 aux 40 mètres, on a découpé le terrain. Des 22 aux 40 mètres, on est sur une redynamisation et décentrer le point d'impact, donc 40 ou 40 mètres dynamisés. Et là, après, on arrive sur des choses un peu plus spécifiques. Sur des 40 mètres ou 22 mètres, on va toujours redynamiser et impacter un joueur cible pour essayer justement de créer une brèche. Et dans les 22 mètres adverses, ce qui ressort aussi, c'est essayer de mettre les entraîneurs à la faute. À la faute ou scorer. Parce que c'est quand même le but. Voilà. Mettre à la faute, peut-être que le ballon porté fait partie de ces armes-là pour mettre l'adversaire à la faute qui peut être amené à vous faire tomber. Et en effet, scorer, parce que le but du jeu, c'est de redynamiser ce ballon pour scorer. Alors, je vais vous montrer une vidéo du Racing sur justement le jeu dans les 22 mètres adverses et sur cette idée de redynamiser. Parce que là, c'est une vidéo avec plusieurs temps. Alors, juste 2 secondes. Hop.
c'est pas la bonne. Celle-là aussi. Ouais, celle-là, celle que j'ai montrée tout à l'heure. Alors, c'est celle-là. Voilà. Donc, si vous voulez la commenter en même temps. Ben là, il n'y a pas d'organisation préétablie bien fixe. C'est ce que je disais un petit peu, la philosophie qu'utilise beaucoup à Béziers, à savoir ces 3 joueurs en dynamique qui viennent se proposer. Donc, c'est pas très lent comme reprise. C'est une reprise après un ruck, après un ballon qui est peut-être pas sorti à la vitesse qu'ils voulaient, mais automatiquement ils envoient 3 joueurs avec souvent le ballon au porteur du ballon au milieu et pour faire un ruck beaucoup plus loin et puis après redynamiser très rapidement. Alors soit par des pick and go ici. Là, c'est surtout celle-là qui est intéressante parce qu'après, tu vas voir, il y a un renversement de jeu. Voilà, celle-là de suite, cela correspond un petit peu plus à ce que je préconisais moi. Voilà, donc ils ont les 2 sortes de jeux. Un est plutôt un jeu semi-rapide, ils envoient 3 joueurs très forts, très dynamiques pour mettre de l'avancée, et puis ça va pas suffire. À ce moment-là, ils retrouvent une organisation à 2 joueurs pour impacter et pour redynamiser derrière par un renversé, il me semble. Alors après, je vais vous en mettre une deuxième qui est vraiment sur du jeu de pression dans les 22 mètres. Donc là, en fait, c'est suite à un coup d'envoi. Donc, on va vraiment voir la cellule qui va permettre de décentrer le point d'impact. Pierre, si tu veux. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'angle. Vous la remets. Donc, on est vraiment sur quasiment les mêmes organisations, mais avec des objectifs complètement différents. L'organisation de base d'avoir 3 joueurs et le ballon au milieu, c'est rien d'original. Donc c'est normal qu'on retrouve ça. Après, c'est vrai que les objectifs sont différents. Là, on est près de la ligne, il faut sortir vite de chez soi. Donc on met le moteur dans les meilleures conditions possibles. Julien, est-ce que, comme toi, tu as été aussi un peu formateur chez les jeunes, notamment à Colomiers, comment est-ce que tu amènes la chose? Parce que nous, on a certains entraîneurs qui nous ont dit, nous, notre but quand même, c'est d'avoir un jeu le plus dynamique possible. Donc, le ballon lent, on essaie de leur dire qu'il n'en faut quasiment pas. Oui, tu m'entends? Ouais. Ouais. Non, mais par rapport à ça, sur l'aspect formateur, je crois que c'est très intéressant ce qu'a dit Marc au début de la séance. C'est déjà savoir pourquoi on est sur un ballon lent. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux joueurs. Je pense que le ballon lent, c'est avant tout un accident de jeu. Et le rôle du formateur et aussi de l'entraîneur, c'est de savoir pourquoi on arrive sur un ballon lent. Est-ce que c'est un problème de qualité du porteur, de qualité des soutiens, voire un problème aussi de suppléance au poste. On voit souvent, on l'avait vu notamment sur les Français à la Coupe du Monde, qui avaient souvent tendance à attendre que le 9 vienne jouer le rôle de relayeur, alors que les ballons étaient souvent à disposition, et donc on crée de nous-mêmes, on crée des ballons lents qui étaient utilisables sur des temps rapides. Donc ça, je crois que déjà dans l'aspect formateur, c'est ça qu'il faut voir avec le joueur. Ensuite, concernant la construction du ballon lent, je trouve intéressant la vidéo du Métro Racing contre le Stade Toulousain. Parce que pour moi, c'est un aspect construction de jeu plus qu'un travail sur ballon lent. On se rend compte, et c'est la qualité du Stade Toulousain sur leur redistribution défensive, qui se centre beaucoup sur les rucks. Et on voit que le Métro Racing, et je pense que c'était quelque chose qui avait été travaillé à la vidéo en amont, donc c'est pour ça que j'appuie sur le fait que c'est une construction de jeu avant tout. Le Métro Racing retrouve le centre du terrain par ses avants, que ça soit sur du pick and go, que ça soit sur une relance, comme a dit Marc, qui est peut-être pas forcément organisée quand on voit Nyanga venir taper, sortir 2 ballons avec Schwarzeski sur du pick and go. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que en 3 constructions, ils ont recentré le Stade Toulousain au milieu du terrain et ils ont pris immédiatement la largeur sur le côté droit et le côté gauche pour utiliser les 2 espaces. Donc pour moi, on se retrouve au-delà de parler du joueur 1, joueur 2, joueur axe. Je trouve que sur l'aspect formation, il est aussi important aux joueurs de lui faire comprendre qu'un enchaînement de relances de jeu, qu'on peut retrouver sur du rugby à 13 ou du rugby à 15, c'est aussi
une construction d'un plan de jeu, une construction d'une séquence qui peut permettre, et je pense que c'est la base de ces relances lentes, qui peut permettre soit de gagner la ligne d'avantage, parce que la base c'est quand même d'avancer sur le plan rugbystique, et si on ne gagne pas la ligne d'avantage, c'est de concentrer les défenses pour aller les jouer dans les espaces libres. Je l'avais vu moi l'an dernier lorsque j'avais analysé Nevers. Nevers travaillait sur des relances lentes où le premier utilisateur, comme par les marques, se couchait immédiatement au sol, avant d'être en contact avec le défenseur, passer de suite par le sol, pour de suite avoir une libération immédiate sans forcément aller au défi. Donc, afin d'utiliser de suite leurs trois quarts. Donc, c'est dire aux joueurs dans l'aspect formateur, est-ce que la relance de jeu est faite soit dans un défi physique comme le jeu sud-africain le permet, où on est sur du home-home et il faut détruire l'adversaire pour avancer et gagner la ligne d'avantage, ou est-ce que je suis dans une construction à 2-3 temps de jeu comme on l'a vu sur le Metro Racing, pour créer du déséquilibre sur cette défense, et à ce moment-là, avoir des zones de franchissement et des fractures un peu plus ailleurs. Comme, voilà, si on fait un petit peu la synthèse, donc on voit qu'il y a la zone de jeu, elle est extrêmement importante, notamment on ne va pas jouer à bord comme on va jouer milieu de terrain, et on ne va pas jouer proche de ses lignes comme proche des lignes adverses, etc. Que, comme vient de le dire Julien, le type de relance adapté à l'organisation qu'on peut avoir en face, il est lié à deux choses essentielles. Soit jouer sur la vitesse de libération, sur l'exemple que tu donnais de Nevers, soit jouer sur la capacité à retrouver de l'avancée, comme sur des pics que font beaucoup les Sudaf. Et à partir de ces deux choses-là, on a un type de construction différente. Ce qui pourrait être intéressant là, c'est peut-être de faire un focus, et là le 13 va nous apporter, parce que là-dessus on a beaucoup pris de choses, je pense que ça peut être intéressant qu'il nous apporte, sur les comportements et les attitudes qu'on attend de la part de ces joueurs, notamment le porteur et les joueurs qui sont là pour nettoyer très fort et très vite, pour qu'on arrive à remettre de la vitesse. Et souvent, nos problèmes ils viennent de l'attitude de ces joueurs, ou du temps d'intervention qui ne permet pas de réutiliser ce jeu dynamique et qui nous oblige à refaire un temps long supplémentaire de préparation avant de pouvoir rejouer autre chose. Donc, est-ce qu'on pourrait se concentrer sur ce que vous attendez chacun des attitudes de ces joueurs, du porteur, comme l'a dit Marc, déjà sur les épaules extérieures, et d'essayer d'aller un petit peu plus loin sur les attitudes du porteur, du premier et du deuxième soutien, et surtout s'il arrive de l'extérieur ou de l'axe. Pierre? Là-dessus, les Néo-Zélandais sont très clairs, et moi ça me plaît beaucoup ce qu'ils proposent, c'est-à-dire que ça soit vraiment sur de l'adaptation. C'est-à-dire que le porteur de balle va chercher des espaces, même si c'est des tout petits espaces. On retrouve un peu la consigne de Marc, c'est-à-dire d'aller chercher à battre son joueur, ne serait-ce que retrouver un peu d'intervalle s'il y a beaucoup de pression. Ou l'exemple magnifique, ça serait trouver un intervalle, mais même sans aller si loin, trouver un peu d'espace. Et derrière, la même chose pour les soutiens, avoir une réactivité très forte des soutiens qui lisent le jeu très vite et qui viennent prendre l'espace sur le gratteur, avant le gratteur. Donc une attitude très réactive, avec évidemment des gestes techniques adaptés que vous connaissez tous, c'est-à-dire des bassins très bas, des joueurs qui arrivent très très vite avec des bonnes attitudes corporelles, ce qu'ils appellent le shape, mais surtout de la lecture et de la réactivité au niveau de cette cellule qui relance le jeu. Et toujours pareil, en essayant de chercher les espaces, même si ce sont de petits espaces, de chercher les espaces pour prendre le dessus sur le défenseur, et avec des soutiens donc, qui sont habitués à réagir très très vite et à arriver très tôt, puisque comme vous le disiez, c'est souvent là que se pose le problème, c'est dans la réalisation technique. Mais pour les Néo-Z, c'est quand même beaucoup l'initiative du joueur qui va trouver l'espace, soit lui ou faire jouer l'autre plus loin dans un autre espace, et des soutiens qui réagissent très vite par rapport à ça. Donc moi je trouve que c'est assez intéressant, et si on reprend la séquence qu'on a vue du Racing, qui était très bien préparée comme vous l'avez dit, et on voyait ce qu'ils cherchaient à faire, pour moi ils ont manqué quand même d'adaptation, parce que si on réfléchit bien, l'action finit en tout. Donc dans cette démarche de dire voilà, on va faire un travail pour resserrer la défense et aller chercher des espaces, parce qu'ils ont tendance
à réagir comme ça, et ce qui était le cas, ça me paraissait tout à fait bien. Il faut que les joueurs aient une capacité d'adaptation un peu meilleure. Et notamment peut-être refaire un temps de jeu de plus avec les avants, ou les trois quarts aller peut-être chercher une passe de moins, puisque près de la ligne, la conservation du ballon va être prioritaire, de manière à ne repartir de cette zone qu'après avoir scoré. Donc toute cette démarche, je dirais, de logique de jeu doit être intégrée par les joueurs. Marc, sur les attitudes, ouais. Ouais, sur les attitudes, cette habitude à tourner les épaules, comme je parlais tout à l'heure, pour plusieurs raisons. Celle que je vous ai évoquée, la première, c'était bien sûr pour s'éloigner le plus rapidement du plaqueur, gratteur, récupérateur, et puis ensuite pour que le ballon soit le plus vite disponible avec aucune gêne entre le 9 et le joueur à qui va distribuer le ballon. Parce que souvent, si vous vous tournez vers l'intérieur, vous avez les pieds du porteur de ballon qui sont toujours en opposition entre le 9 et le 10, si le 10 est le réceptionnaire voulu. Donc le fait en attitude de tourner cette épaule, alors le geste est le même, hein, c'est le rebond pour aller vite mettre le ballon le plus loin possible de l'adversaire, mais c'est surtout pour donner du confort au 9, pour qu'il soit dans une dynamique de jouer dans le sens. On s'aperçoit très souvent que lorsque le porteur du ballon se tourne de l'autre côté, ça impose au 9 un changement de sens. Ça impose au pick and go un changement de sens. Et moi, personnellement, ce que je prône, après, chacun adapte avec son projet de jeu, c'est d'aller quand même plus ou moins dans le sens, surtout si tu as avancé. Alors, on parlait après du Métro Racing. Peut-être que leur projet de jeu, peut-être que leur stratégie de jeu sur le match qu'ils ont évoqué, c'était de faire après sur une reprise de jeu lent, un temps, 2 temps et on renverse. Si c'était leur stratégie, les joueurs l'ont appliqué à la perfection. Si c'était également une adaptation à ce qu'ils ont fait, peut-être qu'on leur dit un temps de jeu, 2 temps de jeu, c'est pas bon, on n'a pas assez avancé, vous renversez. Peut-être que voilà, c'est difficile pour nous d'affirmer qu'ils ont mieux joué ou de confirmer qu'on aurait peut-être fait autre chose. Ils sont peut-être rentrés dans une logique soit de stratégie, soit de tactique, en fonction de ce qu'on leur a dit, de par le projet de jeu ou de par le projet de match. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que s'il y a de l'avancée, aller dans le sens. Voilà, et pour on aille dans le sens et pour que ça aille vite, eh bien les attitudes, c'est je sors les joueurs qui me posent un problème sur le ruck. Et ensuite, le 9 doit être capable d'éjecter rapidement. Si on fait ce boulot-là, j'impacte, je mets le ballon bien à disposition, j'évacue le ou les joueurs qui viennent pour me ralentir le ballon, et après, ça me suffit. Si j'ai un troisième joueur, le troisième joueur viendra consolider sur le ballon. Mais ça, c'est dans les livres. Moi, je préfère que ça sorte vite et qu'on puisse éjecter. Ça sort vite, on éjecte. Voilà. Pour ça, on vient dans l'axe, de par le joueur axial que je parlais, et le joueur sur le côté qui vient finir le boulot, parce qu'automatiquement, le ballon va aller dans son sens à lui. Voilà, après, une fois de plus, toutes les solutions sont intéressantes et bonnes à prendre. Julien, sur cette idée d'attitude? Alors moi, je rejoins complètement Marc dans ce qu'il dit. Je pense qu'aujourd'hui, un ballon lent, on vient de créer une densité de joueurs sur un ruck. Forcément, il faut qu'on s'en éloigne le plus vite possible. Je pense que la capacité sur la passe 9 premier utilisateur est assez importante pour éliminer un maximum de défenseurs rien que sur la première passe, parce que je crois que c'est la base de tout pour sortir justement de cette pression que disait Marc sur le garde 1 et garde 2 notamment. Donc il faut quand même repasser sur une passe assez longue, 9 premiers utilisateurs. Et ensuite, je pense que dans le duel, il faut que le joueur comprenne aussi que son intérêt, c'est d'amener le ballon le plus vite possible loin de cette défense pour éviter d'avoir un contest ou repasser par une situation lente. Donc la notion de bras intérieur en appui raffut pour tenir le joueur à distance, s'éloigner de la source, mettre les pieds en opposition avec le défenseur pour pas qu'il vienne au contest, avoir un soutien axe qui soit très fort sur l'intérieur du joueur pour justement éviter ce gratteur qui vient très bas très vite pour essayer de traverser dans l'axe, d'avoir un soutien extérieur qui converge immédiatement, soit pour favoriser un franchissement, parce qu'un ballon lent, si on arrive à franchir, c'est aussi quand même positif, il n'y a pas forcément qu'un passage par le sol qui est obligatoire.
Et ensuite, ben, cette capacité à mettre le ballon loin de la zone de combat pour favoriser l'éjection du neuf et donc se retrouver, comme disait Marc, sur quand même une situation qui favorise le jeu dans le sens, je pense. Donc c'est un petit peu, je crois que c'est un petit peu tout ce qu'on a dit sur l'attitude de porteur. On se retrouve des fois embêté sur des situations, notamment sur des joueurs qui viennent de l'hémisphère sud, sur des joueurs qui parfois ont tendance à combattre énormément dans ces zones-là, à rester sur du jeu de combat homme-homme, et qui favorisent la redistribution défensive, notamment les joueurs qu'on a éliminés, garde 1, garde 2, et c'est pas forcément un atout. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, et c'est peut-être une question que je pose à Marc et à Pierre, est-ce qu'il n'est pas favorable le joueur quand il rentre sur un contact, un combat où la situation est quand même fermée, par exemple à 1 contre 3, est-ce qu'il ne faut pas favoriser la vitesse de jeu par le sol pour dynamiser plutôt que de lutter sur un jeu debout où finalement la défense se redistribue et on se retrouve à nouveau sur un temps lent, ce qui ne présente pas finalement d'intérêt à la préparation qu'on a fait au départ. Moi, ce qu'on peut dire, c'est que ce que vous aviez dit au début, il y a toujours sur les structures qu'on met en place, il y a plusieurs sorties. Donc, si le joueur est à 1 contre 3 au moment du contact, il y avait peut-être une possibilité de glisser la balle dans le dos pour aller chercher une zone d'affrontement un peu plus favorable, pour venir en amont sur la prise de décision. Après, il est certain que s'il se retrouve dans cette situation, et ça arrive, il faut pas insister sur le combat, il faut privilégier la libération du ballon. Enfin, c'est mon avis. Juste on parlait de ces attitudes. Il faut aussi se mettre dans l'attitude du défenseur. Lorsque je vais chercher l'extérieur, le plus extérieur possible, et que je me tourne vers l'extérieur, imaginons que je sois le défenseur juste à côté de mon plaqueur. Si je vais au contest du ballon et que j'arrive pas à gratter ce ballon-là, je mets toute la défense en danger. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent? Le 3/4, le 10, le 12, le 13, auquel on vient impacter juste à son intérieur, lui, il n'a qu'un souci, c'est se barrer et aller vers l'extérieur. Donc, la sortie de balle est encore accélérée. Donc, si vous tournez vers l'intérieur, vous tombez toujours sur ces fameux joueurs qui, eux, peuvent contester puisque le joueur extérieur, lui, s'est barré. Donc, une fois de plus, je rajoute de l'eau au moulin de dire, je te rappelle après Olivier, de dire voilà pourquoi il faut accélérer le jeu, voilà pourquoi il faut tourner les épaules, voilà pourquoi il faut impacter, voilà pourquoi le but du jeu c'est d'aller très vite. Oui. Je sais pas pourquoi Olivier m'a appelé. Oui, on est toujours en ligne. Non, nous, ça... Je crois que ça a coupé chez eux. Mais nous, c'est intéressant, donc moi j'ai envie de continuer. Nous, on se voit tous les trois, mais bon, je le rappelle aussi. Je ne sais pas qui c'est qui le rappelle. C'est Nils qui a appelé. Ouais, enfin, moi, Marc, tu argumentes bien, mais je pense que tu as raison là-dessus. On est tous d'accord hein, sur cette histoire de libération de l'extérieur. Donc, on ne bouge pas, nous. On boit une bière et on vous attend. Mais bon, une fois de plus, je ne sais pas si c'est la vérité. C'est plus facile les soutiens de venir de l'intérieur, mais moi j'ai toujours le principe de dire si ça va bien pour nous, ça va moins bien pour les autres. Voilà, mais je pense que c'est ça. Plus que l'objectif, c'est de transformer quelque chose d'un ballon lent en un ballon rapide, dans les moyennes techniques, ça en fait partie. Hein, moi, je suis d'accord. Et souvent, à 2 contre 4, tu arrives quand même à sortir des ballons rapides parce que, pour toutes ces raisons évoquées, maintenant, j'ai souvent du mal à faire comprendre à certains que l'utilité et l'intérêt. Faut qu'on continue. Moi, j'ai 2h30 de voiture à faire maintenant. D'accord. Tu rentres? Ok. Hein? Ça marche. Bon, je crois qu'on va finir le boulot. Hein. Ils n'arrivent pas à se reconnecter. Et juste pour rebondir sur
sur ce que disait Marc là, sur notamment la capacité à se retrouver à éliminer les soutiens défenseurs intérieurs, on se retrouve de plus en plus avec des défenses. On continue de parler entre nous et on se dit au revoir. Ok? Allez, ça marche. Pardon, Julien, répète, je t'ai perdu sur la défense inversée là. Qu'est-ce que tu disais? Ouais. Tu sais, on l'avait vu notamment, les Australiens l'avaient fait beaucoup sur la Coupe du Monde, avec bon, les 2-3e lignes avec qu'ils avaient qui étaient très forts là-dessus, où ils défendaient souvent en inversé. Donc ils venaient très vite chercher les pôles extérieurs pour les enfermer justement vers la source encore. Et par contre, leurs gratteurs à eux, souvent, ils venaient de la zone extérieure, quoi. Oui, parce que tu fais l'inversé. Voilà, c'est ça. C'est toute la différence. L'intérêt que tu disais d'avoir ce soutien axial sur le porteur peut permettre justement sur une passe de plus de revenir sur ces joueurs intérieurs qui sont plutôt en attente, qui sont plutôt sur des positions assises, où là tu peux venir les fracasser un petit peu plus dans l'axe, quoi. Donc c'est vrai que tu reviens vers la source, mais finalement la défense tu obliges un petit peu, quoi. Bien sûr. D'accord. On pourrait continuer, mais eux,